Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux, mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode 74. Une maman en or. La triste fin de Clodomir sur le champ de bataille de Vézeronce en 524 marque un point d'arrêt net à l'expansion franque vers le sud de la Gaule. Quelles que soient les salades que nous raconte Greg le Mytho sur la soi-disant victoire des Francs. Non, les Francs n'ont pas gagné à Vézeronce dans le nord de l'Isère. En réalité, ils se sont fait défoncer par les Burgondes, comme le prouve leur retrait pour plusieurs années de leur territoire. Des Burgondes qui peuvent donc reconstruire leur royaume sous l'égide de leur nouveau roi, Goudomar, l'Arien. Ce qui doit bien dégoûter notre évêque favori, qui, comme pour confirmer nos soupçons, s'empresse de glisser sur d'autres épisodes dans son récit. Et ça tombe bien, l'histoire va commencer à s'accélérer pour les rois du Regnum Francorum après la claque de 524. Conséquence immédiate de la déroute de Vézeronce pour les frères encore en vie, les Francs arrêtent les hostilités en Burgondie et rentrent piteusement dans leurs royaumes respectifs avec le reste de leur armée en miettes. Ce qui n'est pas illogique d'ailleurs. On peut facilement imaginer que chacun des participants a dû se focaliser sur la reconstitution de ses forces et de son crédit après le carnage en Isère et mettre tout nouveau projet d'expansion sur pause. En tout cas, momentanément. D'ailleurs, 524 marque aussi le retour de la Pax Ostrogotica, une fois le calme revenu en Burgondie, ce qui n'est peut-être pas une coïncidence. Théodoric le Grand, l'homme fort de Ravenne, qui approche des 70 ans, relance apparemment son grand projet, c'est-à-dire la Grande Paix à l'Ouest. Une paix dont il serait le patron ultime, lui, l'allié des Thuringiens, le régent de fait des Visigoths et le protecteur des Burgondes, qui s'imagine bien négocier sur un quasi-pied d'égalité avec Byzance, si le calme revient avec les Francs à l'ouest. Et il se peut que la famille de Clovis accepte de rentrer dans ce plan et de faire baisser la tension avec les deux puissances gothiques. Car après des années de guerre chaude ou froide avec les barbares du Sud, les Mérovingiens changent tout à coup de politique et acceptent le mariage de la princesse Crodéchilde la Jeune avec Amalric, le petit roi des Visigoths. Alors, la date de cette union n'est pas certaine, mais le plus probable selon les historiens, c'est que la fille de Clovis, Crodéchilde, qu'on appelle donc la Jeune pour ne pas la confondre avec sa maman Sainte Crodéchilde, Crodéchilde la Jeune donc, épouse après la guerre de Burgondie le jeune roi Amalric, petit-fils de Théodoric le Grand et fils d'Alaric II, le roi mort avoué des mains même de Clovis au début 526. Un bon mariage politique pour sceller la paix avec les deux royaumes sudistes et enterrer pour de bon la Francisque de guerre avec tous les Goths aux frontières. Bien sûr que cela ressemble à un deal politique, car il y a tout simplement de grandes chances que c'en soit un, avec bien sûr pour but du mariage de calmer le jeu avec ces bons royaumes ariens. Notons au passage que la soi-disant détestation de la famille de Clovis pour l'hérésie arienne, qui aurait justifié la guerre de 507, est un peu à géométrie variable, non ? Apparemment, ça n'embête ni Sainte Crodéchilde, ni Cifrero, qu'on envoie Crodéchilde la Jeune épouser un de ces mauvais ariens. Mais allez, passons. La priorité est bien de se rabibocher avec les royaumes des Zigotos de l'Est et de l'Ouest. Et ça vaut bien une messe arienne, j'imagine. Probablement. Grégoire n'est pas très utile pour le coup et nous balance cette information un peu comme si les noces se produisaient juste après le partage de 511. Mais comme Amalric a exactement 9 ans
et que la Crodéchilde la jeune est encore plus petite, il fait forcément un raccourci. Et c'est sûrement une bonne quinzaine d'années plus tard donc que l'affaire est conclue. En suivant le bon évêque, ce seraient les frères qui se mettraient d'accord avec les Wisigoths tout à coup pour négocier ce mariage et assurer la paix au sud. Mais une autre personne a dû intervenir dans cette affaire, à savoir la maman, Sainte Crodéchilde. Car, même si rien n'est explicité à ce stade, vu qu'il n'y a officiellement que des rois chez les Francs et que le concept de régence n'existe pas encore en tant que tel, il semble bien que l'épouse de Clovis soit restée plus ou moins aux manettes après la mort de son mari. D'abord, on l'a dit, une bonne partie des spécialistes sont convaincus que c'est elle qui a négocié au nom de ses enfants avec l'homme fort du royaume, son beau-fils Théodoric le Fourbe, pour le partage de 511. Et que vu l'âge de ces trois gamins, elle a forcément dû continuer à piloter un minimum les affaires durant leur minorité, pendant les années 10 jusqu'aux années 20. D'ailleurs, son rôle est clairement mis en avant dans le déclenchement de la guerre de Burgondie, appelant ses fils à la venger. Même si l'argument pue l'intox, on peut y voir le reflet de sa propre influence sur les affaires de ses fils jusqu'à ce stade. Et si son chouchou Clodomir est resté sur le champ de bataille en 524, on peut imaginer qu'elle domine encore d'une certaine manière par son prestige et son autorité ses deux autres enfants survivants, Childebert le Brouillon et Clotacar le Futé, qui approchent peut-être des 20 ans l'un et l'autre. D'ailleurs, post-Vézérons, Sainte Crodéchilde fait son grand retour officiel cette fois, sur la scène politique. La reine-mère, après le deuil de son fils chéri, reprend du service avec ses trois petits-fils privés de leur père Clodomir. 3 enfants répondant au doux nom de Théodebald, Gunther et Clodoald, qu'elle décide d'élever elle-même dans son propre palais. Une belle décision pour s'occuper des petits orphelins, puisqu'on apprend qu'au même moment, Clotacar le Futé épouse de son côté Gondioque, la veuve de Clodomir. Pas mal, dis donc. Le cadavre du frère est à peine refroidi que, bam, il entreprend la veuve. Le Futé, je ne sais pas, mais en tout cas, le charognard, c'est clair. Une démarche brutale dont Clotacar va se rendre coutumier d'ailleurs, et qui probablement ne s'explique pas par une vieille romance cachée entre belle-sœur et beau-frère. Même Grégoire, qui habituellement ne se choque pas de grand-chose, nous lâche le qualificatif de, et je cite, « sans aucun délai ». Clairement, le petit frère du défunt a dû épouser sa belle-sœur en urgence, d'une manière assez choquante, même pour l'époque. Alors, on ne sait rien des origines précises de Gondioque, probable princesse burgonde elle aussi. Toutefois, on peut formuler 2 hypothèses pour ce remariage express entre Clotacar le Futé et sa belle-sœur. D'abord, contrôler la fortune de la dite femme, car toute princesse germanique, franque ou autre, dispose de biens lors de son mariage. Et si Clodomir, le fils né de Crodéchilde, avait fait un beau mariage princier, il est probable que la fortune de sa femme n'aurait pas été négligeable. Plus important sans doute, en épousant la veuve de son frère, Clotacar empêche aussi quiconque de faire un pas vers le trône vacant de Clodomir. Car un mariage prestigieux avec la femme de son frère positionnerait le nouveau mari, quel qu'il soit, pour la succession. Même si le Futé n'est pas capable de s'emparer lui-même de l'héritage en 524, il préfère s'assurer que personne ne lui vole cette place pour autant, en épousant donc en urgence sa belle-sœur. Ok, donc on assiste à une sorte de consolidation pour se sortir le cul de Vézérons. Les 3 frères sécurisent le contrôle du Francum Regnorum, évitent toute concurrence en casant la veuve de Clodomir avec le Futé et s'assurent la paix au sud avec les Wisigoths et les Ostrogoths. Et Sainte Crodéchilde, dont le pouvoir sur ses fils doit commencer à s'effilocher avec l'âge, reprend du service en accueillant les 3 héritiers de Clodomir dans son propre palais parisien pour diriger la part du royaume d'Orléans. C'est bon, j'ai compris ? C'est l'explication la plus probable en tout cas. Une stabilisation du navire Regnum Francorum avec un partage du pouvoir entre les membres survivants de la famille de Clovis. Mais tout semble indiquer qu'on est dans les mesures d'urgence post-524, à l'image du mariage express de Clotacar le Futé avec sa belle-sœur, ou de celui de Crodéchilde la Jeune avec le prince des Wisigoths. Mais pas dans une solution à long terme. Avec un prestige militaire en lambeaux,
incapables d'attaquer qui que ce soit avec le parapluie défensif ostrogothique déployé à nouveau sur toute l'Europe du Sud, et sans trop de solutions pour contenter leurs leudes, qui n'ont donc plus rien à aller piller ou brûler pour le moment, nos rois sont dans une forme d'impasse. Une situation toujours périlleuse sur le long terme pour un souverain franc, dont le pouvoir dépend de la bonne volonté et de la satisfaction de ses hommes. Sans qu'on puisse être clair sur la datation, mais après Vézeronce en 524, mais pas forcément immédiatement, disons quelque part entre 525 et 530, les fils de Clovis réalisent qu'il leur faut revoir leur deal avec leur maman. Et pour Grégoire, c'est Childebert qui va dégainer le premier. Le brouillon, nouveau fils aîné de Crodéchilde donc, échafaude apparemment un plan assez machiavélique. Le roi de Paris contacte son petit frère Clotacar de Tournai et lui propose tout simplement un complot contre leur mère. Enfin, plus précisément, contre leur neveu. Les 3 gamins de Clodomir le chouchou qu'elle a pris sous son aile. Parce que Childebert s'irrite que ses neveux, élevés par la sainte, sont promis à hériter tôt ou tard des riches terres du royaume d'Orléans de feu leur frère. Et pour le coup, Clotacar le Futé est 100% d'accord avec lui. Une telle éventualité ne fait pas du tout son affaire non plus. Leur mère est en train de leur préparer des concurrents futurs et surtout de faire obstacle à la captation pour leur compte des richesses du Sud dont ils auraient bien besoin pour leur propre leude. Une perspective pas du tout satisfaisante pour les 2 survivants. Clotacar le Futé quitte donc Tournai, rejoint son grand frère à Paris, et les deux commencent à comploter contre leurs 3 neveux âgés de moins de 10 ans. Connaissant les mœurs locales, ça pue un peu le coup de Scramazax dans le dos, cette histoire. Mais bon, leur grand-mère n'est quand même pas née de la dernière pluie. Elle doit bien savoir que les petites Clodomir sont un peu des gêneurs pour ses 2 fils survivants, et qu'ils ne peuvent pas forcément tramer quelque chose de positif pour les bambins. Apparemment, la reine-mère ne se méfie pas assez, ou compte sur l'esprit de corps de la Zippeux pour que rien de fâcheux n'arrive, car les 2 frères, pour mieux endormir sa méfiance, envoient dire à leur mère que bien évidemment, ils ne veulent aucun mal à leurs jeunes parents, mais qu'au contraire, ils n'ont que des projets merveilleux pour leurs neveux. Childebert le Brouillon et Clotacar le Futé, en oncle fort sympathique, veulent couronner leurs 3 neveux officiellement rois du royaume d'Orléans. Comment Crodéchilde gobe une histoire pareille? Impossible à dire, mais c'est ce que nous rapporte Grégoire. Et la reine-mère décide donc de confier volontairement ses 3 petits-enfants à ses 2 fils et à s'en remettre à leur bonne foi. Des petits-enfants qui, dès qu'ils sont sous le contrôle de leurs oncles, sont immédiatement séparés de leur garde et mis en résidence surveillée. Un coup prévisible comme le nez au milieu du visage, mais à croire que parfois, les ficelles les plus classiques sont les meilleures. Et c'est là que Childebert et Clotacar passent à l'étape 2 du plan. Ils envoient un émissaire à leur mère avec un couteau et un ciseau, et ils lui demandent de choisir. Et si ces 2 objets ne vous parlent pas, Crodéchilde, elle, comprend parfaitement le message de ses 2 enfants. Soit elle accepte qu'on coupe les cheveux des 3 petits princes, soit que ses fils les tuent. Or évidemment, vous avez compris que la coupe de cheveux n'est pas une petite affaire dans l'histoire. Pour Agathias, le chroniqueur byzantin, mais Grégoire ne dit pas autre chose, garder les cheveux longs, c'est, et je le cite, une coutume inviolablement gardée par les rois. En gros, tondre les gamins, c'est accepter leur renonciation définitive au statut royal dans le regnum. Une décision sans retour possible. Pour Sainte Crodéchilde, c'est un peu échec et mat. Elle est littéralement dos au mur avec le chantage des 2 rois. Et c'est là, dans son palais parisien, la mort dans l'âme, remplie d'indignation, nous dit même Grégoire, que la sainte se résout à la seule option possible. Elle choisit la mort pour ses petits-enfants. Attends, quoi? Elle peut les sauver et leur donner une vie de prince ou de moine, au pire, contre une coupe de cheveux, et elle préfère les laisser être exécutés? Est-ce que c'est une blague? Parce que dans le genre, la vie se chargera de leur couper les cheveux, c'est un peu violent. Alors ok, Grégoire nous sort les violons sur son état mental avec un « ne sachant dans la douleur ce qu'elle disait, elle répondit imprudemment ». Bon, quand même, je pense que pas mal d'auditeurs ont des enfants ou des petits-enfants. Dans quel scénario exactement et à quelle époque, même très énervé,
Vous choisissez la mort de vos petits-enfants en cas de chantage. C'est un peu gros, non? À moins que ça soit un autre coup de poker, en pariant sur la mansuétude de ses fils? Alors c'est sûr que la réponse de Crodeshield est surprenante, et on ne peut jamais éliminer l'hypothèse de l'embellissement artistique avec Grégoire, voire de l'invention pure et dure. Mais peut-être, avec beaucoup de prudence, vu que nos connaissances sur les dynamiques précises de la société mérovingienne sont limitées, peut-être que derrière cette anecdote, il y a plus que la barbarie et la méchanceté congénitale des femmes franques, et plus particulièrement des princesses. Alors, on l'a dit dans les tout premiers épisodes, la culture germanique reste clairement misogyne. Oui, Tacite nous parle des épouses qui dirigent leur maisonnée. D'accord, et on peut penser que dans le nouveau monde romano-barbare construit par Clovis et ses fils, le statut des femmes ne s'est pas réduit d'un seul coup à un asservissement total à leur époux dans le cadre de la vie familiale. L'épouse franque au VIe siècle continue donc, comme durant l'Antiquité, à disposer de biens en propre par exemple, offerts par le mari à la conclusion de l'accord de mariage, comme au lendemain de la nuit de noces. Une dot appelée Morgengabe, don du matin en allemand, comme on l'a raconté à l'épisode 4. Des biens qu'elle conserve que son mari décède ou la quitte, puisque le divorce par consentement reste possible. Car à ce stade du Haut Moyen-Âge, le mariage n'est pas du tout un sacrement validé par l'Église. Mariage, remariage, divorce et polygamie restent toujours dans le monde des possibles chez les princes, même si les ecclésiastiques commencent à froncer les sourcils à partir de la christianisation du regnum. Ok, mais nous ne racontons pas de salade. Malgré cette relative flexibilité des unions, et malgré les protections légales, les vraies décisions et le pouvoir restent toujours entre les mains des bonhommes. Faut pas rigoler non plus. C'est quand même eux qui ont les cheveux longs et les plus jolis peignes. Et plus particulièrement les rois, qui ont la main mise sur les vrais trucs des poilus, à savoir la force armée et la justice. C'est vrai qu'au partage du domaine de Clovis, officiellement, c'est entre les 4 fils que le royaume est découpé. Et leur sœur, elle, est juste mise à disposition d'un roi visigothique d'Ibérie pour leur acheter la paix au sud. Pas très juste donc, comme cela n'a sans doute pas été plus pour Crodeshild de la Mer, à son époque, offerte au roi des Francs, et qui n'a sans doute pas eu son mot à dire dans les affaires politiques et militaires de son mari. Honnêtement, on peut raconter l'histoire comme on veut. Les Germains ne sont pas très différents de leurs prédécesseurs romains ou de leurs successeurs au Moyen-Âge. C'est le chromosome Y qui fait la différence quand il s'agit du pouvoir et rien d'autre. Et dans le cas des reines, leur position est par nature à la fois fragile et précaire. Leur sécurité personnelle dépend surtout de leur capacité à donner des héritiers aux princes. En réalité, les femmes n'arrivent à jouer un rôle politique significatif dans l'histoire des Mérovingiens que dans un cas et un cas seulement. C'est quand elles sont veuves et que leurs fils sont mineurs. C'est le seul moment où elles prennent un rôle dans les décisions et les choix, vu qu'elles contrôlent la source de l'autorité ultime qui est la personne du ou des rois. Ça semble tout à fait clair dans la vie de Sainte Crodeshild, comme pour toutes celles qui vont suivre et qu'on couvrira dans ce balado dans les prochaines saisons. De sa vie commune avec Clovis, mis à part son influence sur son mari pour la question religieuse, il n'y a pas la moindre trace d'une participation de Crodeshild à une quelconque décision. En réalité, la sainte ne refait surface dans le texte qu'au moment de la minorité des petits princes, soit en filigrane dans les années 10 pour gérer le partage et la montée en puissance de Clodomir et de ses frères, soit durant la minorité de ses 3 petits-enfants. Sinon, aucun rôle concret qu'on puisse mettre à son actif à suivre les textes. Je vois où tu veux en arriver. La seule chance pour une femme d'avoir un peu de pouvoir et de participer à la vie du royaume, c'est de contrôler les gamins royaux dans une sorte de régence. C'est là qu'elles sont au centre du jeu. Et c'est ce que tu soupçonnes avec Crodeshild dans sa décision de se positionner comme gardienne des 3 orphelins? Il est difficile d'avoir une vision tout à fait honnête de qui est véritablement Sainte Crodeshild, vu que la source principale, à savoir Grégoire, est carrément biaisée en la matière. Non seulement cette femme est considérée, à tort ou à raison, comme l'élément déclencheur de la conversion du roi et en cascade du royaume au christianisme nicéen, mais en plus, elle va finir sa vie à Tours, possiblement dans une abbaye qu'elle a fait construite près de la tombe du saint, et contribuer ainsi au prestige de l'évêché de notre auteur favori. Autant dire que Grégoire, patron du diocèse 25 ans après sa mort, ne peut être qu'un fan absolu de la sainte, et pas forcément un témoin impartial.
D'ailleurs, si on analyse bien le texte de Grégoire, difficile de ne pas être frappé par son approche « sandwich » entre guillemets de la biographie de la reine. En clair, l'évêque nous peint un portrait merveilleux de cette femme au début de sa saga, en faisant d'elle une véritable jeune fille parfaite pour l'époque. Sage, humble, belle et capable à force de prières et de pleurs de convaincre le roi Clovis d'embrasser la vraie foi. Et quant à la fin de sa vie, c'est là véritablement un feu d'artifice et je cite l'évêque. La reine Crodéchilde déploya tant de si grandes vertus qu'elle se fit honorer de tous, toujours assidue à l'aumône, pure par sa chasteté, fidèle à toutes les choses honnêtes, et blablabla, et blablabla. Je coupe là. Les autres paragraphes sont tout aussi hagiographiques pour faire d'elle une femme merveilleuse. Donc, de très belles descriptions générales d'une femme admirable. Mais pour le coup, pas très spécifiques quand même, et pas très vérifiables non plus. Quand, à quelle occasion, dans quelles circonstances précises, Crodéchilde démontre toutes ses belles qualités, personne n'en sait rien. Mais c'est sûr, énoncé comme ça projette une belle lumière sur la sainte. Mais n'oubliez pas que ce qu'il y a de plus important avec un sandwich, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'il y a entre les deux tranches de pain. Et là, entre le début et la fin de sa vie, on trouve des éléments plus factuels qui nous livrent une vision un peu plus contrastée, disons. En tout cas, moins détachée de basses considérations terrestres chez cette femme. Rappelez-vous le partage de 511, où elle participe probablement à un bras de fer avec Théodoric le Fourbe pour défendre sa part et celle de ses enfants, ou la guerre de Burgondie, où elle pousse son fils Clodomir le Chouchou à passer à l'attaque dans un projet de conquête brutale. Et puis, on apprend au détour d'un listing des évêques de Tours qu'elle a fait nommer 2 Burgondes de son cercle proche à la tête de l'évêché de Tours dans les années 10. Un coup de force illégal canoniquement, pas du tout raccord avec les décisions des précédents conciles et clairement pas en phase avec son image de femme pieuse, douce et effacée, sur lequel Grégoire glisse très rapidement. Et puis, vient finalement le coup de colère pour autoriser l'exécution de ses propres petits-enfants. Voilà le petit listing des actions de sainte Crodéchilde entre les deux tranches de sainteté au début et à la fin de sa vie. Si on met de côté les appréciations un peu invérifiables sur son merveilleux caractère, sa piété et sa vertu, les faits purs et durs relatifs à son action jettent tout de même une lumière un peu plus trouble sur la dame. Ah, j'adore Xavier quand tu parles vrai comme ça, au risque de déplaire aux fans de Greg le Mytho et de ses fake news. Et si je suis ton raisonnement, Grégoire nous balance des épisodes si dégueulasses au milieu de son storytelling sur la femme parfaite que c'est sans doute qu'il ne peut pas faire autrement. En gros, il y a une base réelle derrière ces faits. Et tout le monde connaît à peu près la vérité au VIe siècle sur elle. Donc il ne peut pas faire 100% l'impasse, et il doit enrober comme un bon spin doctor moyenâgeux pour nous faire passer la pilule. D'autant que culturellement, c'est quasi impossible pour un ecclésiastique misogyne comme Grégoire d'accepter qu'une femme vertueuse comme son héroïne puisse avoir une ambition politique. Ça, c'est un gros tabou. D'où les explications rocambolesques ou les excuses improbables pour justifier l'injustifiable, à savoir ce qui se passe sous le magistère de la future sainte. C'est bien ça ? En tout cas, l'idée que Crodéchilde va jouer le jeu du pouvoir de toutes ses forces semble une théorie plus cohérente que de simples accès de colère pour justifier ses actions. Et c'est une idée que reprennent de nombreux historiens modernes. Une femme d'influence donc, qui sait que dans les familles royales, la conquête et la conservation du pouvoir sont l'objectif absolu de tous les souverains, et qu'il n'y a pas vraiment de place pour les perdants. Une femme qui prend donc les affaires du royaume en main aussi fermement que l'a fait son mari en son temps, à chaque occasion possible. Une femme qui fait preuve d'une ambition qui, pour le coup, n'est en rien différente de celle des hommes et du modèle culturel ambiant des princes et des aristocrates de son époque. Est-ce que tout cela ferait de Crodéchilde un monstre affreux déguisé sous le costume d'une sainte ? Non, sans doute pas. Et encore une fois, on ne peut pas juger les cœurs à 1600 ans de distance. Mais peut-être faut-il être prudent dans notre interprétation de son rôle de reine ces années-là, qui n'est peut-être pas si effacé et occupé aux actions pieuses que Grégoire voudrait nous le faire croire, tout préoccupé qu'il est à nous donner l'image parfaite de la sainte dans sa compréhension médiévale du rôle idéalisé de la femme. Ce qui nous ramène à Crodéchilde et à sa décision de laisser ses fils tuer leur petit-neveu. Si l'histoire est vraie, une explication simple paraît plus logique.
plus que le coup de folie dont nous parle Grégoire, est-ce qu'on n'a pas simplement affaire à un coup de poker? Si Crodeshild accepte la tonsure de ses petits-enfants, elle sait que de toute façon, elle perd le pouvoir. Fin de partie pour la reine-mère, qui n'aura plus aucune justification à son rôle et plus le moindre levier pour diriger quoi que ce soit dans le Regnum. Son refus est risqué, c'est sûr, mais c'est peut-être un pari qu'elle fait avec ses 2 fils. Celui que ses 2 enfants n'oseront quand même pas tuer leur propre neveu. Que le prix serait trop élevé pour leur crédit politique de massacrer les enfants de leur propre famille, des fils de la zippe de Clovis lui-même. En gros, tu penses que c'est une façon de les pousser à négocier, en leur lançant un bon vieux « t'es pas cap, tu as plus à perdre que moi », plutôt que d'accepter l'explication de Grégoire et d'en faire une givrée dominée par ses émotions et capable de laisser crever ses petits-enfants sur un coup de tête, ce qui correspond d'ailleurs au bon stéréotype du Moyen-Âge sur les femmes. Tu en fais plutôt une fine calculatrice qui tente un dernier coup de bluff. Un ça passe ou ça casse qui peut lui donner une petite chance de les faire reculer et d'accepter plutôt de renoncer à un projet si affreux afin de trouver un terrain d'entente. Le coup de poker, si c'en était bien un, ne va pas marcher. Parce que si on réfléchit, le véritable plan des 2 jeunes adultes est probablement autant de se débarrasser de futurs rivaux que de la tutelle d'une mère envahissante depuis leur enfance, ce qui serait une aspiration humaine vieille comme le monde. Apprenant la décision de Crodeshild, les 2 rois relèvent le défi et filent sans attendre vers la résidence où sont gardés leurs grands-neveux. Ni une ni deux, Clotacar le Futé attrape l'aîné Théodebald, 10 ans, le jette par terre et le poignarde sans hésiter sous l'aisselle pour frapper au cœur. Son frère cadet Gunther, 8 ans, dans une scène digne d'un action movie, terrifié par le meurtre horrible de son frère sous ses propres yeux, se jette par réflexe aux pieds de Childebert le Brouillon et supplie son autre oncle de l'épargner. Et Childebert, instigateur initial du plan, perd tout à coup ses moyens. Le roi de Paris se met alors à pleurer, ému par les supplications de son neveu qui se traîne à ses pieds, et bégaye à Clothar le Futé qu'il a changé d'avis et qu'il veut épargner son neveu finalement. Ouf alors? Pas vraiment. Clotacar, réaliste comme personne, sait bien qu'il est trop tard et qu'il n'y a plus de retour possible à ce stade. Il crache des injures à la face de son frère, le menace à son tour de son couteau, alors que Childebert le Brouillon tente de faire écran entre lui et le survivant. Mais Clotacar est décidé, et il finit par le faire s'écarter. Et là, il attrape son 2e neveu et le poignarde à son tour sans hésiter. Un double meurtre qui n'ira pas plus loin, car le 3e enfant, Clodoald, encore un bambin de quelques années à ce stade, sans qu'on comprenne trop comment, va être mis à l'abri pour sa part et survivra donc à ses 2 frères. Des hommes vont le recueillir et auront la bonne idée d'en faire un moine, ce qui était le plan initial, en lui coupant les cheveux. L'enfant deviendra Saint-Cloud et donnera son nom à la ville de la banlieue parisienne où il finira ses jours dans le monastère qu'il a construit, situé sous l'église actuelle de la ville moderne. Fin de partie donc pour les enfants de Clodomir, qui quittent brutalement la scène politique au milieu des années 20. Une affaire triste sans doute, mais politiquement justifiable, qui va permettre aux oncles de régner maintenant sans plus d'entrave sur la partie sud du royaume des Francs. On pourrait espérer que la nécessité politique qui a justifié leur action leur en a coûté. Un mal nécessaire aux intérêts supérieurs du royaume des Francs. Mais ce n'est même pas sûr. Grégoire, qui pourtant devait toute sa carrière à son successeur et qui devrait faire preuve d'un minimum de prudence, déclare dans son texte assez dépité pour finir ce récit, et je le cite pour terminer, « Clotacar, montant à cheval, s'en alla, sans se troubler aucunement du meurtre de ses neveux. » La vache! Je l'imagine presque sifflotant sur son cheval, en train de repartir vers Tournai dans le soleil couchant. I'm a poor, lonesome king. Mais quel pourri ce Clotacar! Ainsi finissent les héritiers de Clodomir. Et surtout le rôle politique de Sainte Crodeshild. Ces enfants ont envoyé leur vieille mère exactement là où ils voulaient. C'est-à-dire loin du pouvoir et de ses affaires. Dans un monastère, à s'occuper à prier et à ne surtout plus les faire chier. Maintenant, ils doivent redécouper en 2 ou en 3 le gros morceau de Regnum qu'ils viennent de récupérer.
faut dire qu'il est bien temps de tout remettre au carré dans le Regnum. Car en 526, une énorme bombe pète sur l'Europe de l'Ouest. Théodoric, le grand roi des Ostrogoths, est mort. Et ça, pour les 3 rois francs, c'est une nouvelle qui va tout changer. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de l'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Retrouvez les cartes et la bibliographie dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous, prochain épisode.